Bien, on me dit qu'on a le quorum, mais qu'il y a des élus en dehors de la salle. Est-ce que vous pouvez prendre place, s'il vous plaît? Bien. Bonsoir à toutes et tous. Je vais demander à Madame la Directrice Générale des Services de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Patrice Leclerc. Présent. Madame Anne-Laure Pérez. Présente. Monsieur Mohamed Grichy. Madame Yasmina Attaf. Présente. Monsieur Philippe Clochette. Alors, je crois qu'il donne une procuration, mais Zineb n'étant pas là. Bon. C'est la dernière. Madame Delia Toumi, pardon. Présente. Monsieur Grégory Boulor. Présent. Madame Alexandra d'Alcantara. Monsieur Roger Duguet. Madame Isabelle Massard. Monsieur Belkacem Houchen. Madame Céline Lanoiselet. Monsieur Mamed Binagdan. Madame Zineb Zouaoui. Monsieur Laurent Noël. Madame Carole Lafont. Monsieur Christophe Bernier. Madame Maria Blanca Fernandez. Madame Nadia Mouadine. Monsieur Ibrahima Ndiaye. Madame Sophia Manseri. Madame Sonia Blanc. Monsieur Christian Deschênes. Monsieur Zine Boukrich. Va arriver. Madame, Non, absent. Il y a un problème avec son... Madame Véronique Desmettre. Monsieur Richard Mera. J'ai pas les bons. Non, monsieur... Monsieur Khalid Damoun. Présent. Madame Aurélie Remacle. Monsieur Éloi Simon. Madame Fabienne Moreau. Monsieur Mohamed Dani. Présent. Madame Mariama Gassama, pardon. Mariama, t'écoutes pas. Madame Elsa Faucillon. Monsieur Jacques Briflot. Monsieur Émeric Labadi. Madame Sylvie Morel. Monsieur Hassen Meherga. Madame Karine Chala. Madame Laetitia Guérardi. Monsieur Sinan Caracus. Voilà. Madame Christelle Nedelec. Voilà. Monsieur Ibrahima Diallo. Voilà. Monsieur Philippe Allais. Voilà. Bien, merci. Nous avons le quorum. Est-ce que vous êtes d'accord pour proposer de nommer Monsieur Khalid Damoun secrétaire de séance? Je ne vois pas d'opposition. Monsieur Damoun est secrétaire de séance. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance du 17 décembre? Je n'en vois pas. Vous êtes d'accord pour l'approuver? Non? Madame Gérardi? Comme vous savez tous, je ne peux pas approuver le compte-rendu du dernier conseil municipal. En effet, n'ayant pas été convié à cette séance et ni participé aux échanges, ni pris part aux décisions qui ont été évoquées, dans ces conditions, il ne m'est pas possible de valider un compte-rendu relatif à la réunion à laquelle je n'ai pas assisté. Alors, je comprends la raison de ne pas valider le compte-rendu auquel vous n'avez pas participé. Par contre, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été convié. Je vais vous lire la réponse que j'ai faite à Monsieur le Préfet après que vous l'ayez interpellé sur ce sujet. Monsieur le Préfet, je fais suite à votre courrier en date du 31 décembre 2025 relatif à la saisine de Madame Laetitia Girardi, conseillère municipale de la commune de Gennevilliers, par lequel elle indiquait n'avoir reçu aucune convocation ni ordre du jour pour la séance du conseil municipal qui s'est déroulée le 17 décembre dernier. Je tiens à vous confirmer que la convocation des élus a été réalisée dans les stricts respects des dispositions du CGCT, notamment concernant l'envoi des convocations au moins 5 jours francs avant la tenue du conseil municipal. L'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Gennevilliers, sans aucune distinction, ont été destinataires de la convocation dès le 11 décembre 2025
pour la séance qui s'est tenue le 17 décembre 2025. Par ailleurs, comme pour chacune de ces sollicitations et contrairement aux affirmations figurant dans le courrier qui vous a été adressé, j'ai répondu au courriel de que Mme Girardi m'a envoyé le lendemain du conseil municipal afin de lui permettre de constater, conformément à sa demande, l'existence d'une convocation régulière. Ainsi, les éléments attestant l'envoi de la convocation et du dossier, que vous trouverez en annexe de ce courrier, lui ont été transmis le 22 décembre. Je joins également à cet envoi l'attestation fournie par notre prestataire, DocaPost FAST. Comme vous le savez, le service FAST élu garantit le respect des exigences réglementaires prévues aux articles L. 2121 et L. 3121 du CGCT, notamment en matière de date d'envoi, de traçabilité de la mise à disposition des documents et de constitution des preuves de télétransmission. Enfin, pour votre complète information, Mme Girardi a été informée de la possibilité de solliciter le service compétent afin d'obtenir un accompagnement dans l'utilisation du logiciel de dématérialisation des convocations, outil indispensable à l'exercice de son mandat. Elle n'a cependant pas entrepris aucune démarche en ce sens. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sollicitations en pièce jointe, attestation de la preuve de télétransmission, capture d'écran adressée à Mme Girardi. Voilà. Bien. Ensuite, vous avez trouvé sur table l'annexe. Donc, vous ne l'approuvez pas. Pardon, je ne suis pas passé au vote. L'ensemble du Conseil, vous approuvez le procès-verbal, moins un contre ou abstention? Un contre. Vous avez trouvé donc sur table l'annexe de la délibération 18 sur le partenariat entre la commune et l'association Jeunesse et Police des Hauts-de-Seine. En fait, c'est l'article 7 qui a été légèrement modifié. Ce sont des coquilles, donc la délibération est inchangée par rapport à celle que vous avez reçue. On a retiré les quelques erreurs qu'il pouvait y avoir. Je vous propose qu'en point d'information, nous écoutions M. Aymeric Labadie pour nous présenter le rapport annuel en matière d'égalité femmes-hommes. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc, présentation de ce rapport égalité hommes-femmes, qui est une obligation pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, qui doivent mettre en œuvre une politique globale pour l'égalité femmes-hommes, et ce qui tombe bien, parce que c'est aussi un des piliers de ce qu'on veut faire. Les actions sont présentées et formalisées dans un rapport qui est présenté au conseil municipal, et il y aura deux parties, un volet interne qui sera en deuxième partie, et un volet territorial qui concerne les politiques d'égalité qui sont menées sur le territoire. Au-delà du bilan, le rapport fixe des orientations pluriannuelles et des programmes dans le but de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques locales. Les éléments présentés dans le rapport sont le reflet du dynamisme et de l'engagement de la ville et de ses partenaires sur le sujet. Toutes les données datent de mi-novembre 2025, en ce qui concerne les politiques publiques et en ce qui concerne les données de ressources humaines également. À noter, avant d'en faire le détail, qu'il s'agit d'un engagement et de politiques publiques qui sont reconnus, voire primés quelquefois. Il y a eu un prix Territoria pour le projet réseau sur les familles monoparentales, étant donné qu'il s'agit en très grande majorité de femmes qui subissent ce problème. Le label Ville active et sportive, prix de la Fondation Alice Milliat pour son volontarisme en faveur du développement du sport féminin. On verra que c'était un des axes importants dans cette politique de lutte contre les discriminations que de mettre en valeur le sport féminin, qui est quelque chose pour lequel Gennevilliers est assez souvent cité, donc l'engagement des équipes et des clubs. Et à noter également à deux reprises, le 30 juin et le 25 septembre, à l'espace Saad Apsi, pour porter un message de liberté et donc la traduction française de empowerment, empouvoirment, des participantes du projet qui se nomme Répit parental, qui a été mis en scène à deux reprises. Promouvoir la culture de l'égalité, c'est rendre visible des enjeux, faire en sorte que ce ne soit pas seulement des questions abstraites, et c'est ancrer cette égalité dans un espace public et culturel gennevillois. Ça se décompose en temps forts, donc il y a ces journées internationales qu'on revoit un peu partout, la quinzaine contre les violences faites aux femmes, qui a mobilisé 6 structures, qui a encadré des actions de sensibilisation, des espaces d'échange. Il y a eu un stage d'autodéfense pour au moins 13 participantes. Et l'autre journée phare, c'est le 8 mars, donc avec un focus sur les alliés, toutes et toutes concernées, qui était le motto, le slogan de cette journée-là, avec 7 structures et associations mobilisées. Il y a des actions qui traversent un petit peu les différents champs, notamment lors de Égalité au Cévin cet été, donc, avec 6 structures qui se sont rassemblées autour du thème de la santé, de l'égalité et de la mixité, en se focalisant sur des problèmes comme la santé menstruelle, la ménopause, les métiers genrés,
Et le moment phare de cette initiative a été l'invitation de Clarisse Agbenenou en sorte de rôle modèle et la participation des jeunes des clubs sportifs qui a été un assez grand succès. Gennevilliers, c'est aussi un lieu dans lequel il y a la mémoire de cette égalité avec des luttes. Donc il y a eu des programmations assez engagées au cinéma Jean Vigo, hommage à Françoise Ackermann, rétrospective du cinéma africain sous l'angle des réalisatrices. Et il y a eu une soirée mémoire du MLAC, pour commémorer les luttes qui ont été menées pour que les femmes aient droit à l'avortement, et ensuite inscrits dans la Constitution il n'y a pas si longtemps, avec l'association Synapse, qui a notamment été aidée par la mairie pour rénover des films qui retraçaient justement cette entreprise, les accomplissements de cette association. Et enfin, la féminisation de l'espace public qui se poursuit avec la dénomination de rues, d'équipements au nom de femmes engagées, avec notamment le gymnase Céline Dumer. Agir dans l'égalité pour les politiques de proximité, c'est répondre également à des besoins dans l'espace public et sur le plan du sport, donc comme on l'avait déjà mentionné. Concernant l'espace public, à partir de diagnostics de quartier, notamment Fossé-Chevrin, le fait de constater, à Gennevilliers comme ailleurs, une appropriation inégalitaire de l'espace public. Les femmes, les jeunes filles n'ont pas un accès semblable à celui des jeunes garçons et des hommes. Il y a des lieux qui sont perçus comme masculinisés, le plateau sportif, les salles de musculation, voire les cafés. Du coup, évitement de l'espace public par les femmes et les adolescentes, ce qui est un frein à la participation des filles, que ce soit sur le plan social ou sur le plan culturel. Il y avait des demandes donc en sécurité, en légitimité, des créneaux adaptés, des lieux conviviaux. On a un constat, on a des analyses, et l'idée c'est de mener des entreprises ou des initiatives pour essayer de lutter contre le fait que ce ne soit pas vécu de manière égalitaire. Ce n'est pas mentionné ici, mais on pourrait aussi évoquer la question des cours de récréation et de leur partage avec cette occupation par les jeunes qui jouent au football et le fait d'être mis sur les marches. Par rapport à ça, il y a des leviers quand même, notamment dans le champ du sport à Gennevilliers, donc en lien avec la direction des sports et des associations. On a noté une progression de la pratique sportive féminine, donc 39% des mineurs, 33% des adultes, 48% de filles à l'école des sports, donc on est presque à la parité. L'existence et l'activité sur Gennevilliers d'associations engagées, le tennis, le Phoenix Roller Derby, GR, Be Yourself, et des subventions qui sont conditionnées à la part de la pratique féminine, avec un soutien renforcé aux initiatives favorisant l'égalité, avec notamment, dans la série des constats qui ont été faits, le fait qu'on a une assez grande fréquentation du sport par les filles dans l'enfance, dans l'adolescence, et puis à un certain moment un décrochage sur lesquels justement les initiatives vont essayer de se porter. Concrètement, on peut citer les activités proposées par l'association Phoenix Roller Derby, avec l'initiation au roller, qui ont touché 54 enfants et jeunes lors du printemps de l'écologie, 24 adolescents et adolescentes, donc lors de la semaine 100% sport, et les ateliers d'été ont compté 194 participantes et participants. On note également que dans le cadre d'Octobre Rose, et avec un partenariat avec l'association déjà mentionnée Be Yourself et l'Espace des Grésillons, il y a eu des ateliers autour de la santé et des séquences sportives, avec donc ce mélange de côté pédagogique et aussi de mise en activité des participantes. Un des volets du travail pour l'égalité homme-femme, c'est de travailler sur l'éducation et de structurer l'idée d'une culture qui aille en commun de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Ce qui veut dire agir tôt sur les représentations, donc le premier volet, avec la direction petite enfance, il y a le projet égalité dès le plus jeune âge, donc depuis 2024. Une réflexion sur les pratiques, la déconstruction des stéréotypes qui arrivent dès ce jeune âge, et des ressources partagées pour les professionnels qui voudraient se former ou intervenir ou modifier leurs pratiques. Ça a été relancé en 2026, notamment avec l'association EthnoArt, avec laquelle on travaille. Lors du Forum Ville Éducation Nationale en 2025, le fil rouge était justement l'égalité filles-garçons et l'idée de coopération Ville Éducation Nationale renforcée, avec notamment l'invitation d'une inspectrice de l'éducation nationale chargée spécifiquement de cette question, avec à peu près 40 participants et participantes à la rencontre débat à ce sujet. On retombe sur le thème donc, que j'avais évoqué sur les cours d'école, les centres de loisirs via le projet Nature en cours, notamment à Langevin B, et la sensibilisation justement des animateurs et des animatrices sur cette question du genre et de la cour de récréation. Concrètement, ça s'est traduit dans le soutien de 3 projets, 2 écoles, 6 classes, et en tout 1 575 € qui ont été mobilisés, entre stratégie éducative et caisse des écoles. Et enfin, le décrochage dont je parlais tout à l'heure, lever les freins à l'adolescence, donc un projet égalité mixité sport avec l'appui de la cité éducative. Un diagnostic d'abord, en 2024-2025, dans le cadre de la Journée internationale du sport féminin, avec 34 professionnels qui ont été mobilisés pour apporter leur expertise dans le domaine. Et plus récemment, justement en novembre 2025, juste avant la fin de la collecte des données, une sensibilisation des professionnels par le centre Hubertine Auclair, qui a été soutenue par le préfecture, qui a envoyé quelqu'un, et de la DAZEN, qui est venue elle-même pour une montée en compétence des acteurs et des actrices.
Autre pilier pour aller justement dans le sens d'accompagner vraiment de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, la question de la parentalité et de la coparentalité. Comment soutenir les familles monoparentales, qui est un public majoritairement féminin, avec pour objectif assez simple, lutter contre l'isolement et la charge mentale, améliorer l'accès aux ressources et aux droits, et essayer d'obtenir cet objectif facile à prononcer mais difficile à atteindre, avec des temps forts réguliers, avec la ville, les partenaires, les familles. Essayer de repérer, c'est une stratégie qu'on va retrouver aussi dans les écoles, des ambassadeurs et des ambassadrices du réseau, et le plus possible de co-construire les événements plutôt que d'essayer d'imposer quelque chose qui viendrait d'en haut. Promouvoir la coparentalité et l'égalité, c'est aussi questionner les représentations, favoriser une implication parentale plus équilibrée, toute la question de la charge mentale aussi aux mères, et utiliser des leviers pour réduire les inégalités femmes-hommes au sein de la famille. Il y a eu notamment une conférence à destination des professionnels sur la place et l'implication des pères dans les couples hétérosexuels aujourd'hui. Développer le pouvoir d'agir des femmes, donc cette notion d'empouvoirment, ça passe par donc, les activités mentionnées du répit parental, avec des ateliers de préparation et un séjour, un travail sur la prise de parole qui aboutit à la création d'un spectacle, donc ça s'agit de donner du pouvoir et de donner aussi une voix à des personnes qui n'en ont pas forcément toujours une, avec quand même 70 à 90 personnes qui ont été touchées lors des restitutions, qu'on parle de participantes ou d'audience. Et ça a fait émerger un projet d'association qui serait porté par les participantes, dans cette idée d'encourager aussi un tissu associatif qui serait vraiment à Gennevilliers et qui se développerait. On a un tissu associatif historique qui est fort. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de voir comment ça peut se développer dans les générations futures. Et donc, l'atelier Féminitude, qui était au centre social Sadapsi, a appuyé aussi cette notion de charge mentale et sur l'estime de soi. En tout, 10 ateliers pour 42 participantes. Le volet du droit à la santé n'a pas été oublié. Et ici, donc, on est toujours dans cette optique de réduire les inégalités par une approche genrée. Des travaux dans l'Observatoire local de santé pour mieux comprendre, donc toujours cette optique de diagnostiquer d'abord et agir ensuite, et pour ensuite réagir par des actions adaptées, améliorer l'accès à la prévention, aux soins et aux droits. Donc toujours ce premier temps d'études quantitatives sur la santé des femmes en 2024, le poids de la charge mentale, l'enjeu de l'accès, de la santé sexuelle et reproductive. En 2025, une étude qui est encore en cours au quartier des Agnettes, et la capitalisation de tout ça avec des préconisations et un plan d'action ciblé. On essaie de faire une approche globale sur la santé et aussi d'avoir des thématiques spécifiques. La ménopause en plus de la charge mentale, la question des dépistages avec une intervention du bus santé femmes du département. Une expérimentation d'une séance de prévention à l'espace Grésillon avec 12 femmes qui sont venues et des retours qui sont très positifs. L'idée de reproduire l'expérience. Un stand santé lors de l'événement été au Sévin que j'ai déjà mentionné. Et donc, Octobre Rose qui a été repensé pour associer les témoignages avec une activité physique et 15 stands en tout de prévention et d'activités sportives, le roller derby, la zumba, sport santé, pour atteindre en tout une centaine de participantes. On avait parlé de la deuxième journée phare donc de novembre de l'année, donc de la lutte contre les violences faites aux femmes. Là aussi, on peut décomposer en 3 volets. Un volet qui concerne la gouvernance territoriale, avec un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il est un groupe de travail donc interprofessionnel, piloté par la prévention de la sécurité, le CCAS, la mission égalité avec les participations du commissariat, des associations spécialisées et les services santé de la ville. L'idée, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs et d'actrices, donc de renforcer un peu ce maillage, de développer une culture commune avec des réflexes qui soient partagés, voire enseignés entre nous, et améliorer le parcours des femmes et des enfants victimes pour qu'ils puissent se retrouver et qu'ils puissent savoir à qui s'adresser en cas de problème et selon le problème. Ça s'est traduit par un soutien des pratiques des professionnels avec des journées interprofessionnelles en 2024. En 2024, la journée a constitué en un parcours, donc des lieux ressources, avec donc la Maison de la Justice, le STT, le CCAS, et une conférence sur la soumission chimique à laquelle ont participé 35 personnes. Il y a eu aussi, avec 25 participants, une rencontre au commissariat le 30 juin, pour se former sur comment étaient accueillies les victimes au commissariat de Gennevilliers et quelles étaient les procédures, et comment est-ce qu'on pouvait rediriger, et aussi ce qui se passait à partir du moment où on avait redirigé quelqu'un vers le commissariat. On a relancé également la démarche de sensibilisation et de formation des professionnels, la sensibilisation des agents d'accueil et la formation parentalité et violence dans le couple. Enfin, en ce qui concerne le fait de protéger et sécuriser les femmes victimes et leurs enfants, d'un point de vue un petit peu plus urgent et encore plus concret, la mise en place de nuitées d'hôtel et de prise en charge des transports pour les femmes justement qui sont en danger immédiat. En 2024, il a fallu malheureusement accompagner 8 femmes dans cette situation de danger immédiat. Tout ce travail se fait notamment avec l'Escale Solidarité Femmes, donc une association qui est liée à Gennevilliers depuis longtemps. On a renouvelé d'ailleurs à ce titre la convention entre la ville et cette association.
Dans cette idée donc d'agir concrètement et également du point de vue de l'éducation, la prévention des violences sexistes et sexuelles est fondamentale, avec toujours une coordination des services et des structures, donc Mission Égalité, le SJ, le Centre de santé sexuelle. La question de la sensibilisation dès le plus jeune âge, donc il y a des interventions dans les 3 collèges, au lycée, et des structures d'accompagnement pour des relations saines et sans violence. L'espace santé jeune bosse énormément dans ce cadre-là, ainsi que le centre de santé sexuelle, avec des actions autour de la santé sexuelle et de la précarité menstruelle, de l'expérimentation de l'intégration d'une safe place lors du carnaval pour accompagner aussi les événements de la ville, et un ensemble de projets qui tendent à déconstruire le sexisme et à valoriser l'engagement. Il y a eu le projet Décoder le sexisme et avec pas mal de travail, notamment des collègues professeurs au lycée, la formation d'un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices, lycéens, lycéennes, qui se portent eux-mêmes vis-à-vis des gens de leur âge pour diffuser un petit peu ces messages. Et c'est notamment elles et eux qui ont organisé la dernière journée du 8 mars au lycée, qui était assez active. Vous avez des exemples des affiches utilisées sur ce document. Enfin, puisqu'il s'agit de lutter contre les discriminations dans leur ensemble, la prévention et la lutte contre les LGBT-phobies, avec toujours cette dynamique d'interservice, santé, culture, sport, prévention, sécurité, la mise en place d'un autre groupe de travail pluridisciplinaire pour, encore une fois, partager les pratiques, les cadres d'intervention et les constats de terrain. Le diagnostic est partagé et il y a des choses qui demeurent, les tabous qui sont persistants, le manque d'une culture commune peut-être sur ce sujet, peut-être que sur la question égalité homme-femme, il commence à y avoir des réflexes qui se développent sur la question des LGBT-phobies. On est peut-être encore un petit peu à devoir développer des outils et des pratiques, et un besoin clair de monter en compétence des professionnels à ce sujet. Toujours le volet sensibiliser les jeunes, y compris dans ce sujet, donc dans les interventions des établissements scolaires, la sensibilisation de l'ensemble des classes de première du lycée Galilée par l'espace santé jeune, des interventions en demi-groupe, donc lutte contre les discriminations en général, sexisme plus spécifiquement, LGBT-phobie, la question du droit, respect et inclusion. À noter qu'il y a aussi des démarches qui sont faites à Vaillant et à Pasteur et au collège Guy Môquet avec la quinzaine de l'égalité qui s'est achevée il y a quelques jours. L'idée, c'est toujours de déconstruire les stéréotypes, y compris à cet âge-là où ils commencent un petit peu à se cristalliser, de favoriser le débat justement pour montrer qu'il n'y a pas de question de tabou à ce sujet et de promouvoir un climat scolaire inclusif pour tous et pour toutes. Ça, c'était plutôt le côté territorial. En ce qui concerne la politique interne, donc il y a une politique de ressources humaines en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec, si on fait un bilan des actions marquantes du plan d'action, l'axe prévention des VSS, donc violences sexistes et sexuelles, le déploiement d'un dispositif interne de prévention, traitement des discriminations, des actes de violence, avec 24 saisines entre 2022 et 2024, dont la moitié est caractérisée comme étant des actes de harcèlement moral, d'agression verbale ou de discrimination. 75% des victimes de ces actes sont des femmes. Deuxième axe, qui est aussi bien connu sur cette question, les écarts de rémunération, avec la refonte du RIFSEP, qui est le régime d'indemnité propre aux fonctionnaires entre 2024 et 2026, avec 1,2 million d'euros sur 3 ans pour valoriser certaines fonctions et poser un régime indemnitaire cible identique à une même fonction et à un même grade, donc qui ne dépendrait pas du genre, et 60% des agents qui bénéficient d'une augmentation de leur régime, dont 2/3 sont des femmes. L'idée, c'est de ne pas attendre une échéance d'un plan d'action, mais d'essayer d'aller le plus vite possible vers une démarche participative en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En termes de données chiffrées sur la situation comparée des femmes et des hommes à la ville de Gennevilliers, au 31 décembre, la collectivité, c'est 2271 agents, 1592 agents sur des emplois permanents et 679 sur non permanents. La féminisation est proche de la moyenne nationale, on est à 64% contre 59,6%, mais avec un profil inversé. Il y a une part féminine plus forte en catégorie C, une mixité modérée mais assez équilibrée en catégorie B, et en catégorie A, un recul de la féminisation dans les postes d'encadrement et de conception, avec les chiffres plus précis que vous avez sur la droite. Une composition donc genrée des filières, vous voyez, entre administrative, technique, culturelle, sportive, sociale, politique municipale, etc., qui reste très masculinisée. On peut tout de même souligner le fait que Gennevilliers présente une répartition par genre et par filière moins stéréotypée qu'au niveau national, même si tout n'est pas encore fait. La pyramide des âges montre que par rapport à leur poids global dans l'effectif, surreprésentation des femmes de plus de 45 ans dans les filières administratives, sociales, médico-sociales et médico-techniques. Sur l'inégalité salariale, ça demeure présent comme problème. L'écart à Gennevilliers de 10,2%, c'est un peu inférieur au niveau national de 12,1%.
et une grande partie des écarts qui se forment dans le cadre du régime indemnitaire. Là aussi, vous avez des données un peu plus précises par rapport au rapport social. Des écarts qui mettent nettement en faveur les hommes, qui devraient normalement être atténués progressivement par le nouveau régime indemnitaire qui est en œuvre depuis avril 2024. En termes d'évolution, l'index global sur les inégalités, d'égalité professionnelle, progresse assez nettement. 2023, 78 sur 100, on passe à 87 sur 100, donc 9 points de progression, ce qui traduit, si on veut parler simplement, d'une réduction globale des écarts de rémunération et de promotion. L'écart de rémunération entre fonctionnaires reste stable. Entre contractuels, il y a une légère réduction du décalage. L'écart de taux de promotion de grade montre une forte progression, donc il y a une parité qui est sur le point d'être atteinte dans les promotions 2024. En revanche, représentation parmi les 10 plus hautes rémunérations, on note un recul avec toujours cette persistance du plafond de verre qui touche les femmes. Afin d'obtenir ces résultats, alors je vais essayer de le lire parce que ce n'est pas tout à fait lisible d'ici, l'idée c'est d'installer une démarche en faveur de l'égalité professionnelle portée par la DRH, avec toujours cette phase de sensibilisation et de diagnostic entre mars et septembre 2025. Je ne détaille pas absolument tout, mais une analyse quantitative, des questionnaires, un forum des agents, un forum des cadres, l'accueil d'un stagiaire INET qui est consacré à cette analyse qualitative et quantitative, afin de finaliser le diagnostic. La deuxième phase, c'est de restituer ce diagnostic. Donc, il y a eu plusieurs dates importantes, 25 novembre lors d'une DG, décembre, en février 2026 lors de la majorité municipale, les encadrants en mars 2026 et auprès des agents prévus en mars-avril 2026. Pour faire connaissance de ce diagnostic, il y a plusieurs ateliers d'équipe qui sont proposés aux encadrants et qui seront également proposés aux agents, ainsi que des rencontres sur plusieurs sites de la collectivité. L'idée est donc d'avoir un diagnostic et de le partager, c'est ensuite de co-construire le plan d'action autour de 5 axes. Améliorer et structurer la gouvernance, encourager la mixité des métiers et l'égal accès à toutes les fonctions et responsabilités, favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, le harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes, prendre en compte et agir pour la santé globale des femmes. Donc on peut résumer le fait qu'on essaie de refléter dans la politique interne les mêmes axes et les mêmes priorités qui ont lieu sur le plan territorial. Les agents, encore une fois, vont être consultés pour définir et prioriser les actions à travers des ateliers, des espaces Lab Égalité et la mise en place d'un questionnaire en ligne. Je terminerai par un point qui me semble assez important, à savoir qu'il s'agit d'un bilan d'effort, un bilan de tentative. Il ne s'agit pas d'un bilan de satisfaction. Je pense qu'une personne qui serait satisfaite à l'heure actuelle, en 2026, de l'égalité homme-femme ferait partie du problème. On n'est pas du tout satisfait, on va continuer. Il y a des choses qui vont légèrement mieux, il y a des choses qui vont bien mieux. Ça veut dire qu'on continue. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je rappelle, avant de passer aux délibérations, que les conseillers intéressés ne doivent pas prendre part au vote des délibérations sur lesquelles il ou elle aurait un intérêt. Et je passe la parole à M. Binagdan pour la question du vote du budget primitif 2026 de la commune. Merci, Monsieur le maire. Laissez-moi, s'il vous plaît, quelques instants pour me connecter. Vous êtes obligé d'aller sur le direct. J'espère que tout le monde est en forme. J'ai une belle présentation. 9 pages. En même temps, c'est la dernière, c'est normal. Tout de suite des menaces. On a un joli budget, il faut prendre le temps de vous l'expliquer et de l'expliquer aux jeunes Villoises et aux jeunes Villois. Je vais peut-être commencer, ça va faire fonctionner l'ordinateur. Alors, monsieur le maire, chers collègues, chères jeunes Villoises et jeunes Villois, c'est avec beaucoup d'honneur et d'émotion que je vais vous présenter aujourd'hui, ce soir, le dernier budget primitif de cette mandature. Oui, le temps passe vite. Et comme dirait un célèbre chanteur franco-congolais, quand il fait le bilan, je peux vous le dire, les jours passent comme des voitures. Et en regardant dans le rétroviseur, on mesure à quel point ce mandat aura été hors norme. Durant ces années, les finances municipales ont été mises à dure épreuve, comme rarement auparavant. La crise du Covid, avec ses urgences sanitaires et sociales, la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques,
une inflation durable, l'explosion des prix de l'énergie, et aujourd'hui, mais depuis déjà un certain temps, une attaque en règle contre les finances locales. Merci. Donc une attaque en règle contre les finances locales menée par le gouvernement UDI, LR, Renaissance et Horizon. À chaque étape, ce sont les communes, et particulièrement les villes populaires, qui ont servi de variable d'ajustement au errement de la politique nationale. Et pourtant, malgré ces chocs successifs, Gennevilliers a tenu. Nous avons tenu les équilibres financiers, nous avons tenu nos engagements et surtout, nous avons tenu notre cap politique. Protéger les habitants, défendre le service public, et je le rappelle, le service public restera le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et nous avons également continué à investir dans l'avenir de la ville. C'est dans ce contexte exigeant et sans jamais esquiver les responsabilités que nous vous présentons aujourd'hui ce budget primitif 2026. Commençons par la loi de finances qui vient d'être votée. Elle confirme une nouvelle fois le désengagement financier de l'État vis-à-vis des collectivités locales. Derrière des ajustements des dernières minutes, la logique reste la même. Faire porter aux communes le redressement des finances publiques nationales. Pour Gennevilliers, les pertes de recettes atteignent environ 2,5 millions d'euros, principalement dues à la baisse durable de la DCRTP et de la remise en cause des compensations de fiscalité économique. À cela s'ajoute une décision unilatérale de l'État, la hausse massive et non compensée des cotisations CNRACL, soit près de 900 000 euros par an, qui pèsent directement sur notre masse salariale. Enfin, la réduction des dotations d'investissement et du fonds vert fragilise nos capacités à mener des projets écologiques pourtant indispensables à sa transition et à la justice sociale. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas le résultat d'une mauvaise gestion locale. Les comptes de la ville sont sincères, suivis, maîtrisés et régulièrement salués par les comparaisons nationales. Ce n'est pas non plus une fatalité économique. Ce sont des décisions assumées et votées au niveau national. Ce sont des choix politiques précis, portés par le gouvernement d'Emmanuel Macron et sa majorité, UDI, LR, Renaissance et Horizon. Des choix qui consistent à réduire les dotations aux collectivités, transférer des charges sans les financer et faire payer aux communes l'échec de la politique budgétaire de l'État. L'État se désengage, puis reproche aux communes de tenir. Autrement dit, les difficultés que nous affrontons aujourd'hui sont la conséquence directe de la politique menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Une politique qui affaiblit volontairement les services publics locaux, qui frappe d'abord les villes populaires, là où les besoins sont les plus forts. Mais, face à cette austérité, Gennevilliers ne cède pas. Ici, vous avez nos ratios financiers, qui restent meilleurs que ceux des communes de même strate, meilleurs que ceux des Hauts-de-Seine, meilleurs que ceux de notre territoire boucle nord de Seine. Ces ratios ne sont pas le fruit du hasard. S'ils sont supérieurs à ceux des communes comparables, c'est le résultat d'un travail de gestion rigoureux mené tout au long du mandat, mais également des mandats précédents. J'aimerais même aller plus loin. C'est un héritage du communisme municipal. Gennevilliers est riche parce qu'elle produit, pas parce qu'elle exclut. Certaines villes excluent les couches les plus populaires, les plus paupérisées, font un travail foncier et apportent une population plus riche. Non, à Gennevilliers, nous n'avons pas fait ce choix et nous ne le ferons pas. C'est une richesse créée localement par le travail, l'industrie et la logistique. Et enfin, une richesse politique, issue de choix assumés sur plusieurs générations. C'est aussi ça, 90 ans de communisme municipal, n'en déplaise à certains. Une épargne nette élevée, c'est la preuve que nous avons su préserver notre capacité d'investissement, malgré les crises et les ponctions de l'État, des dépenses de fonctionnement assumées parce qu'à Gennevilliers, le service public est un choix politique fort, pas une variable d'ajustement. Des dépenses d'équipement élevées, parce que nous avons fait le choix d'investir pour transformer la ville et pas de gérer le déclin. En résumé, nous dépensons parce que nous choisissons et nous tenons parce que nous gérons. Ce budget 2026, nous le consacrons essentiellement dans nos moyens de fonctionnement, pour faire vivre des services publics concrets, utiles et accessibles aux Gennevilloises et aux Gennevillois. Derrière ces chiffres, il y a une présence publique, là où le privé se retire, des équipements sportifs, des médiathèques, des espaces dédiés à la jeunesse, des écoles ouvertes et rénovées,
des crèches, des centres de loisirs, des équipements sportifs et culturels, de la solidarité. C'est presque 154 millions d'euros de budget de fonctionnement. Et en parallèle, près de 71 millions d'euros sont investis pour transformer la ville et préparer l'avenir tout en améliorant notre cadre de vie. Ce budget ne cherche pas à afficher des ratios. Il cherche à répondre aux besoins réels de la population dans un contexte où l'État, lui, se désengage. C'est un budget d'action, pas un budget de communication. Passons maintenant à la section de fonctionnement. La maîtrise des dépenses de fonctionnement est aujourd'hui indispensable. Non pas par choix idéologique, mais parce que l'État ponctionne de plus en plus les recettes des collectivités. Nous maîtrisons donc nos dépenses pour préserver l'autofinancement sans remettre en cause l'essentiel, les services publics, les agents et la solidarité. C'est une gestion responsable face à une loi de finances qui organise l'austérité pour les communes. Le graphique que vous trouvez sur votre droite illustre bien à quoi sert notre budget de fonctionnement. Plus de 40% sont consacrés à la culture, le sport, les loisirs, l'éducation et l'enfance. C'est notre priorité absolue. Plus d'un quart des finances, les services techniques et l'aménagement, pour faire fonctionner la ville du quotidien. La solidarité, le logement et la santé restent pleinement soutenus. Et la charge de la dette reste maintenue. C'est la plus petite part, 1,2%. En résumé, l'argent public va d'abord aux habitants, pas aux frais financiers. Passons maintenant aux dépenses de personnel. La hausse des dépenses de personnel doit être expliquée sans détour. Une partie de cette hausse est pleinement assumée. Elle correspond à nos choix politiques en faveur des agents municipaux. Elle correspond à nos choix politiques, revalorisation indemnitaire avec le RIFSEP, amélioration des conditions de travail, attractivité de la ville en tant qu'employeur. Mais une autre part importante est totalement contrainte. La hausse de cotisation CNRACL, comme j'en parlais juste avant, les décisions nationales sur les carrières et les rémunérations imposées par l'État sans aucune compensation financière. Autrement dit, nous assumons nos choix, mais nous subissons aussi des décisions nationales qui pèsent lourdement sur nos finances locales. Malgré le contexte d'austérité, Gennevilliers fait le choix de soutenir fortement son tissu associatif. Nous consacrons 6,5 millions d'euros aux associations, là où d'autres collectivités ont réduit, gelé ou parfois supprimé des subventions. Là encore, c'est un choix politique assumé, parce que les associations jouent un rôle essentiel dans la vie locale. Cohésion sociale, sport, culture, santé, accès aux droits, solidarité. Mais il faut être aussi lucide. De nombreuses associations sont aujourd'hui en difficulté, fragilisées par l'inflation, la baisse des financements publics et le désengagement de l'État. C'est précisément pour cela que la ville reste un partenaire stable et fiable et qu'elle continue à adapter ses soutiens au plus près des besoins réels du terrain. Défendre les associations, c'est défendre avant tout la vie locale et le lien social qui est si important ici à Gennevilliers. Mais l'engagement de la ville ne s'arrête pas là. Nous finançons aussi nos budgets annexes et autonomes qui jouent un rôle essentiel. 3,4 millions d'euros pour le CCAS, au cœur de la lutte contre la précarité. 1,4 million d'euros pour la Caisse des écoles, pour garantir l'égalité dès l'enfance. 600 000 euros pour le cinéma Jean Vigo, outil culturel de proximité. 400 000 euros pour la restauration du personnel, pour de bonnes conditions de travail. Dans un contexte où l'État se désengage, Gennevilliers reste un pilier de stabilité pour la vie locale et pour le lien social. Cette slide montre d'où viennent nos recettes de fonctionnement. La moitié de nos recettes dépend directement des décisions nationales. Dotation, compensation fiscale, participation de l'État. La fiscalité locale, sur laquelle nous avons un pouvoir de taux, représente environ un tiers de nos recettes. Mais sa dynamique est limitée. Et nous avons fait le choix de ne pas faire peser cet ajustement sur les habitants. Au-delà des chiffres, cette répartition des recettes pose une question politique majeure. Quand plus de la moitié de nos recettes dépendent de décisions de l'État et que ces mêmes recettes sont ponctionnées, gelées ou modifiées chaque année, cela remet directement en cause la libre administration et l'autonomie financière des collectivités locales. Les communes sont sommées d'assumer toujours plus de missions
tout en perdant la maîtrise de leurs ressources, avec des transferts de charges, par exemple, non compensés comme la hausse de cotisations employeurs, le service public de la petite enfance et les nombreuses normes. Je rappelle que l'article L. 1111.1 du Code général des collectivités territoriales garantit la libre administration des communes. Quand l'État décide des recettes, réduit les dotations et impose des charges sans compensation, la libre administration devient théorique. Défendre ce budget, c'est donc aussi défendre l'autonomie des collectivités locales et refuser que les villes soient réduites à de simples exécutants de décisions nationales. Sur la partie investissement, si nous pouvons présenter aujourd'hui ces opérations d'investissement, vous en avez quelques exemples sur les 2 prochaines slides, c'est grâce à une gestion sérieuse, rigoureuse et anticipée. Notre bonne gestion nous permet de continuer à investir malgré l'austérité imposée par l'État. Nous faisons le choix de priorités claires, l'éducation, la culture, l'aménagement de la ville. Rénovation d'écoles, de crèches, d'équipements culturels, nouveaux quartiers des Chantraines, ce sont des investissements utiles, concrets, au service des habitants et non des effets d'annonce. Là où certains renoncent, Gennevilliers continue d'agir. Là encore, d'autres exemples, ces investissements sont possibles grâce à une gestion financière responsable. Nous continuons d'investir dans le sport pour tous, avec la rénovation de nos équipements, dans la transition écologique, avec les pistes cyclables et l'adaptation climatique, et dans l'amélioration du cadre de vie, l'accessibilité et la tranquillité publique. Malgré les contraintes imposées par l'État, Gennevilliers fait les choix de préparer l'avenir et améliorer le quotidien. Voyons maintenant notre part de financement. Le recours accru à l'emprunt n'est ni un choix de facilité, ni un dérapage. Il est la conséquence directe du désengagement de l'État. Les subventions d'investissement et l'autofinancement reculent alors que les besoins d'équipement demeurent. Nous faisons donc le choix d'un emprunt conjoncturel, ciblé et maîtrisé, exclusivement dédié à l'investissement. La dette reste sous contrôle. Elle est inscrite dans une trajectoire suivie et responsable. Mais elle appelle naturellement une vigilance renforcée dans un contexte national d'austérité durable pour les collectivités, ce qui d'ailleurs fragilise l'investissement public et ses apports pour les populations, et notamment ses apports pour le secteur économique. Là encore, c'est la preuve d'une gestion lucide face aux contraintes imposées, et pas d'une fuite en avant. Sur les 2 prochaines slides, vous avez nos grands axes politiques. Le budget primitif 2026 s'inscrit pleinement dans les engagements pris au début du mandat. Il porte une vision claire de Gennevilliers. Une ville volontariste, au service des habitants, une ville qui investit, aménage et embellit, une ville engagée dans la transition écologique, une ville qui fait de l'enfance, de la jeunesse, de la culture et du sport des priorités, une ville solidaire qui lutte contre la précarité et garantit l'accès aux droits, une ville qui défend ses services publics, la démocratie locale et la tranquillité. Malgré les contraintes financières imposées par l'État, nous n'avons jamais renoncé à notre cap politique. Ces axes, ne sont pas des intentions. Ils structurent concrètement ce budget 2026. En conclusion, je dirais que ce budget primitif 2026, qui est le dernier de cette mandature, a donc une portée particulière. Il est à la fois un budget d'aboutissement et un budget de transmission. Durant ces années, notre commune a traversé des crises majeures, crise sanitaire, crise énergétique, crise inflationniste, crise géopolitique, et aujourd'hui une crise profonde des finances locales liées aux choix budgétaires de l'État. Face à ces chocs successifs, Gennevilliers est resté fidèle à ses valeurs. Nous avons tenu les équilibres financiers, préservé les services publics, soutenu le tissu associatif et poursuivi un haut niveau d'investissement au service des habitants. Je veux ici prendre un moment pour remercier très solennellement l'ensemble des agentes et des agents de la ville, dans les écoles, les crèches, les services techniques, la culture, le sport, la solidarité, l'administration, les finances et tous les services de proximité. Ce sont eux qui, chaque jour, font vivre concrètement ce budget, qui transforment des lignes comptables en services publics réels, au contact direct des Gennevilloises et des Gennevillois, souvent dans des conditions exigeantes. Encore merci. Merci. Ce budget ne nie rien des difficultés à venir. Il dit la vérité. Il assume que le prochain mandat sera financièrement plus contraint, avec des marges de manœuvre réduites et des décisions plus exigeantes à prendre. Mais il transmet aussi une situation saine, lisible et maîtrisée,
qui permettra aux équipes futures de décider en responsabilité, sans urgence artificielle ni déséquilibre caché. Adopter ce budget primitif 2026, c'est reconnaître le travail accompli collectivement, c'est affirmer notre attachement à la libre administration des collectivités et c'est assumer pleinement nos responsabilités d'élus locaux au service de Gennevilliers et de ses habitants. Merci de votre attention. Merci. Il ne faut pas dire merci au milieu d'une intervention, sinon ça me fait réagir tout de suite. Je vous avais dit que ça allait être long. Merci Mamed. Désolé de t'avoir coupé. Y a-t-il des interventions sur ce... Oui, Mme Girardi. Alors, en propos liminaire, je vous indique que mes commentaires porteront à la fois... Oups. En propos liminaire, je vous indique que mes commentaires porteront à la fois sur le budget 2026 et sur les perspectives pluriannuelles évoquées dans le ROB, puisque vous avez omis de m'inviter au conseil municipal de décembre, où ce dernier avait été évoqué. On ne va pas remettre une couche, voilà. C'est le dernier budget de votre mandature et il est totalement à votre image. D'abord par la tendance permanente à défausser, à reporter la responsabilité sur les autres sans assumer la vôtre. L'austérité de l'État, les lois de finances, les gouvernements successifs, tout y passe. Oui, alors, le contexte national est contraint et oui, les collectivités sont mises à contribution, mais toutes les communes de France font face aux mêmes lois de finances et pourtant elles ne font pas toutes les mêmes choix budgétaires. Gennevilliers... S'il vous plaît, n'interrompez pas. Merci. Gennevilliers est même très favorisée par rapport à beaucoup d'entre elles, grâce à la DSU, grâce à l'exonération du DILICO et grâce à des recettes par habitant plus de 2 fois supérieures à celles des communes de même taille. Ce sont donc bien vos choix qu'il s'agit d'évaluer, or ceux-ci sont profondément dangereux. Vous affirmez que Gennevilliers bénéficie d'une situation financière saine avec des ratios de dépenses supérieurs à la moyenne des communes de même strate. Mais la question n'est pas de savoir si nous dépensons plus, la question est de savoir si nous dépensons mieux et si la qualité du service public rendu est à la hauteur de ces dépenses. De même, vous revendiquez une masse salariale de près de 96 millions d'euros, très supérieure à la moyenne départementale par habitant, mais le but d'une mairie n'est pas de dépenser le plus possible, c'est bien d'assurer des services de qualité. On nous demande donc d'applaudir un niveau de dépenses sans jamais mesurer ce qu'il produit réellement pour les Gennevillois. Vous montrez que vous dépensez plus que les autres villes et pourtant tout le monde peut constater l'échec de notre ville à assurer une même qualité de vie que pour les communes environnantes. De plus, la situation financière de la ville n'est pas saine car la pente est dangereuse. Comme l'illustrent les chiffres suivants, une hausse de 3,5% des dépenses réelles de fonctionnement, alors que les recettes diminuent, une augmentation de 5,1% des dépenses de masse salariale, une augmentation de 28% du recours à l'emprunt. Tout ceci va logiquement entraîner une profonde dégradation de la situation financière de la commune. Vous prévoyez une division par 2 de l'épargne brute d'ici 2027, une baisse de 33% de l'épargne nette, voire pire selon les derniers calculs à faire après l'adoption de la loi de finances. Une dette multipliée par 2 entre 2020 et 2027, passant de 65 millions à 130 millions. Tout cela se traduit par un ratio de désendettement supérieur à 10 ans en 2027, dangereusement proche des seuils d'alerte. Autrement dit, 2026 passe, 2027 devient inquiétante et l'après n'est pas tout simplement pas traité. Vous ne préparez pas la ville aux défis des années prochaines, à savoir la très probable participation des collectivités au redressement des comptes publics et le financement de la transition écologique. Vous ne faites pas le choix, comme l'illustrent les 19 objectifs que vous avez cités à la fin de votre robe. Quand tout est prioritaire, c'est que rien ne l'est. Quand on veut tout faire, on le fait mal. Vous avez fait un beau budget de campagne qui empile les projets et les montants, mais la réalité apparaît, une ville très dépensière, peu préparée au choc futur,
qui emplit les dispositifs sans réflexion d'ensemble et de priorisation. Merci. Merci. Monsieur Simon. Oui, bonsoir à toutes et tous. Je vais intervenir au nom du groupe Front de Gauche Gennevillois, donc sur le budget primitif 2026. Mamed en a parlé dans le début de sa présentation, mais les conditions de préparation du budget de la commune sont assez inédites, avec un vote final très récent du projet de loi de finances et donc du budget de l'État par 49.3, contrairement à l'annonce et à l'engagement du gouvernement au début de son action. Alors on ne sait pas trop quand ça a commencé, il y a 14 heures d'écart, on ne sait pas quel gouvernement on parle. Du coup, pour intervenir et avoir les vrais chiffres, ça a été compliqué de préparer, mais donc je vais me permettre de vous lire quelques extraits d'intervention lors du vote sur la motion de censure déposée par les groupes politiques de gauche et discutée avant-hier, parce que le budget a été validé avant-hier. Et de donner mon analyse pour que l'on comprenne collectivement les positionnements des uns et des autres. Alors, je vais commencer par citer Félicie Girard, qui cite un premier point de blocage, c'est le suivant, je cite « La trajectoire fiscale imposée aux entreprises demeure notre préoccupation centrale. En maintenant la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises et en annulant la baisse de la CVAE, ce budget envoie un très mauvais signal à nos acteurs économiques. » Fin de citation. Ainsi, pour ce groupe politique, le premier point de blocage sur le budget est que les très grandes entreprises, gavées d'argent public, je fais référence à mon intervention au ROB, sur la discussion sur le ROB en décembre dernier, avec des taux de marge qui ne cessent de grimper, le principal point de blocage pour ce groupe politique, c'est que ces grandes entreprises participent au budget du pays. Le premier point de blocage pour cette députée, ce sont les entreprises. C'est pas l'humain, c'est pas l'écologie, c'est pas la planète. Hein. On le note, ça semble intéressant. Un autre extrait de cette même Félicie Girard. Commençons par rappeler une évidence. Nos concitoyens et nos chefs d'entreprise nous demandent de la stabilité et de la visibilité. Tout ceci pour justifier le fait de ne pas voter cette motion de censure. Alors la stabilité et la visibilité pour cet élu, ce sont des coupes franches dans le budget des collectivités, dans l'hôpital public, dans l'éducation nationale. C'est-à-dire une casse de l'action publique, un désinvestissement de l'État sur ses missions premières et des cadeaux aux entreprises, en premier lieu les plus grandes. Cet élu intervenait au nom du groupe Horizon de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, homme de droite s'il en est, responsable d'une réforme des retraites par capitalisation qui n'avait été évitée qu'au prix de la mobilisation sociale et de la crise Covid. Autre intervention d'un autre député, d'un autre groupe, Michel Castellani, en matière de logement, domaine essentiel qu'il serait temps d'arrêter de traiter comme une variable d'ajustement. Là, on prête l'oreille, ça semble intelligent. Le statut de bailleur privé constitue désormais l'un des seuls leviers existants en vue de relancer la construction. Cet élu du groupe Lyot, où siègent les parlementaires UDI, met certes en avant le besoin de construction, mais rien sur le logement social. Au contraire, c'est la valorisation du privé et de l'appât du gain qui pourrait servir de carotte pour relancer la construction. Ce n'est pas le fait que 4 millions de personnes soient mal logées en France qui donne une direction et une perspective de construction de logements publics, de logements sociaux, mais les dispositifs d'incitation à la location comme moyen de défiscalisation. On souffle. Ces deux groupes n'ont pas voté la censure et ont ainsi validé les mesures les plus rétrogrades pour nos concitoyens. Pas d'augmentation des salaires, augmentation par contre des franchises médicales. Pour le dire simplement, et la liste est longue, pour le dire simplement, faire les poches aux plus précaires, mais laisser tranquilles les plus puissants, ne pas trop les énerver. À la limite, on ne mord pas une main qui nous nourrit. Allez, une dernière citation des débats sur la motion de censure pour ne pas faire trop long. Ce budget est l'aboutissement de choix engagés dès 2017 en faveur de la France des dividendes, qui saigne à blanc la France du travail et nos services publics. Le résultat, on le connaît, des inégalités en hausse, une dette abyssale et des services publics en grave difficulté, bref, une France affaiblie. Alors, elle est de Stéphane Peu, député communiste de Saint-Denis notamment, président du groupe GDR à l'Assemblée nationale, où siège notre collègue Elsa Fossillon, qui, elle, a voté la motion de censure et donc défendu les intérêts majoritaires dans le pays, a défendu la vie des gens avant le profit de quelques vautours. La baisse des dotations aux collectivités territoriales, ce n'est pas simplement, comme on pourrait le croire, une succession de chiffres qui finissent par ne plus vouloir dire grand-chose. Ce sont 4000 enseignants en moins devant les élèves, alors même que les remplacements ne sont pas assurés bien souvent. Ce sont des horaires contraints pour les équipements, des horaires qui sont réduits d'ouverture pour les équipements publics, ce n'est pas le cas à Gennevilliers, pour tenir la masse salariale. Ce sont des ateliers de découverte artistique en moins
qui favorise pourtant l'éveil culturel pour toutes et tous, et en premier lieu les classes populaires. Ce projet de loi de finances, c'est un projet de loi de finances de droite qui déclare la guerre à celles et ceux qui travaillent et à leurs enfants. Pour la ville de Gennevilliers, c'est donc 3 millions en moins par rapport à l'année dernière, qui avait déjà connu près de 2 millions de baisse, soit 5 millions en 2 exercices. Lors de notre précédent conseil municipal, lors de la discussion sur le rapport d'orientation budgétaire, notre groupe avait déjà signalé combien ce budget 2026 s'annonçait saignant pour les collectivités, pour l'action publique, pour les plus précaires. Alors je ne suis pas adepte de répéter et répéter à longueur de temps les mêmes éléments en permanence, mais il est usant et révoltant de voir à quel point les gouvernements successifs depuis 10 ans au moins jouent avec la vie de nos concitoyens. Permettre aux gens de se soigner, de se loger, de manger, d'avoir accès à des loisirs, à un emploi, à pouvoir se projeter avec joie et optimisme dans leur vie et ne pas avoir peur du lendemain, tout ceci devient presque un luxe, un rêve inaccessible. Il est assez fou de se dire que cette situation arrive dans notre pays, la 6e puissance économique du monde, où l'argent coule à flot pour quelques-uns quand d'autres font face aux plus grandes difficultés. Ces 3 millions d'euros en moins dans le budget de la ville, ce sont donc des choix budgétaires menés en conscience, avec sérieux et responsabilité, mais sous la contrainte de la droite et des libéraux qui nous gouvernent au niveau national, régional et départemental que nous adoptons ce soir. Nous permettons de continuer à mener des politiques publiques innovantes, sociales, écologiques à l'échelle communale. Nous préparons l'avenir avec une santé financière maîtrisée. Nous pouvons mener ces politiques locales parce que nous avons par le passé fait des choix politiques qui dégagent des marges de manœuvre pour développer l'action publique. Nous investissons dans notre ville parce que nous sommes persuadés qu'elle a toujours besoin d'être en mouvement et que ces investissements seront bénéfiques pour, je cite, ceux qui viennent après. Alors ça, il faut trouver, c'est une référence, c'est une citation d'un jeu vidéo. Entre le nouveau quartier des Chantraines, les rénovations des crèches et des écoles, des équipements sportifs et culturels, et j'en oublie, nous travaillons à maintenir en bon état nos équipements publics et à développer l'accès du plus grand nombre aux services publics. Je ne reprendrai pas les 19 bullet points des 2 dernières slides présentées par Mamed, mais ils donnent à voir notre ambition politique pour l'année 2026 et pour le futur de notre ville et de ses habitants, pour celles et ceux qui viennent après. Notre groupe votera naturellement ce budget. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Monsieur Noël. Bonsoir, chers collègues. Alors, cela a déjà été dit par la plupart de mes collègues, ce budget est la traduction de notre volonté politique. Il se trouve que c'est une volonté politique de gauche, une volonté politique forte dans un contexte que l'on peut qualifier chaque année d'inédit, tant la situation de nos collectivités ne cesse de se dégrader. Je ne ferai pas la liste exhaustive des multiples actions essentielles au bien-être des Gennevilloises et des Gennevillois de tout âge et de toutes conditions que nous souhaitons mettre en place dans l'exercice 2026. Mes collègues vous en ont déjà fait l'inventaire. Je souhaite en revanche que chacun comprenne à quel prix s'insure le maintien de nos services publics, alors que l'État semble avoir davantage à cœur la satisfaction de quelques ultra-riches que le souci de l'ensemble de ses habitants. Parmi la litanie des expressions toutes faites de notre président, vu qu'il y a eu quelques citations ce soir, je citerai notre président, une aura particulièrement marqué les esprits, un pognon de dingue. Ce fameux pognon de dingue existe. Il est passé des poches des Français les moins aisés aux banques des plus nantis en sautant la case des collectivités. En s'attaquant aux finances communales, l'État fissure notre socle commun. Il désorganise les services publics qui œuvrent quotidiennement pour la population. Il divise, il sépare, et il ne joue plus son rôle d'amortisseur social. Dans ce contexte particulièrement inquiétant, nous souhaitons continuer avec les agents de notre ville à porter des politiques ambitieuses et redistributrices, mais faire toujours plus avec toujours moins à un prix, tant pour nos agents que pour notre population, tout à ses limites. Nous devrons œuvrer, chacun à notre échelle, à redonner de la force à celles et ceux que la République abandonne et permettre à tous et à tous les habitants de notre ville à vivre dignement. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Juste quelques mots par rapport à votre intervention. Vous dites qu'on se plaint, qu'on renvoie aux autres les responsabilités, mais ce n'est pas un fait local. L'Association des maires d'Île-de-France, l'Association des maires d'Île-de-France, qui rassemble des maires de toute opinion politique, se plaint du saccage qui est fait des finances locales.
Par contre, il y a bien une différence, c'est qu'il n'y a pas de double langage pour notre part par rapport à d'autres maires, parce que moi je connais beaucoup de maires UDI, Horizon ou LR qui ruent dans les brancards parce que l'État sabre leur budget communal. La différence, c'est que nous, on ne participe pas au gouvernement et on ne se plaint pas en local et qu'on vote les sacrifices en national. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés UDI, les députés LR et les députés Horizon, ceux qui participent au gouvernement, ont sacrifié les collectivités locales, donc ils se plaignent localement, mais nationalement, ils votent ces sacrifices. C'est un véritable double langage. Et je ne partage pas votre idée ou l'expression utilisée, on est favorisé par la DSU. Non, nous ne sommes pas favorisés, nous n'avons que notre dû. Et le dû, c'est de donner le meilleur là où il y en a le plus besoin et donc mettre plus de moyens où il y a besoin. C'est vrai que quand on veut changer la population, il n'y aura plus de DSU. Derrière cette expression-là, il y a votre programme municipal Changeons Gennevilliers, qui est plutôt changer la population de Gennevilliers, parce que si vous changez la population, effectivement, il n'y a plus de DSU, parce que les couches populaires et les couches moyennes sont exclues de la ville, comme cela se fait dans toutes les villes des Hauts-de-Seine. Nous, en ayant la DSU, nous prouvons que nous tournons nos engagements, que nous ne virons pas les gens, que nous travaillons à améliorer la ville pour les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils y habitent. Et la question de l'amélioration du pouvoir d'achat est une question de salaire, est une question de pension, de protection sociale, mais pas une question de virer les gens pour améliorer le niveau de vie de la population. Troisième élément, ça fait partie un peu de vos programmes et de vos propositions. Troisième aspect sur lequel je voulais insister par rapport à votre expression, vous dites vous dépensez beaucoup, il y a une grosse masse salariale sans qu'on voit davantage une amélioration de la qualité de vie. Alors ça tombe mal parce que ce week-end, notre voisin Manuel Achliman a posté un truc dernière minute, Agnières gagne 6 places dans le classement officiel des villes où il fait bon vivre. Alors moi je ne l'avais pas vu parce que je n'achète pas le JDD, qui est un journal de droite, voire de droite extrême. Dans ce classement, donc ça contredit complètement ce que vous venez de dire, puisque dans ce classement, Gennevilliers est 95e sur 36 000 communes, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. À sociologie égale, parce qu'il faut regarder aussi à sociologie égale, nous sommes la première ville populaire classée dans ce classement, et cerise sur le gâteau, par rapport à l'année dernière, nous progressons de 26 points. Donc, ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas un journal gauchiste, ni communiste, ni FI, ni socialiste, ni écologiste. C'est un journal plutôt de droite qui fait cette démonstration. Un classement qui repose sur 187 critères officiels, santé, transport, commerce, éducation, etc. Et, comme le dit Manuel Eschliman, être bien classé prouve que la ville offre un équilibre de vie réelle et pas seulement une promesse marketing. Ce qu'il dit pour lui est valable pour nous, et je trouve que c'est important de le souligner, que dans une ville populaire, nous arrivons 95e, première ville populaire de France, sur 36 000 communes. 95e dans les villes où il fait bon vivre. Et enfin, je finis en remerciant les services les élus, qui justement nous ont permis d'arriver 95e, les salariés de cette ville, puisqu'ils mettent en œuvre et nous aident aussi aux décisions, parce qu'il n'y a pas que de la mise en œuvre, ce n'est pas que des bras et des jambes, c'est aussi des têtes, les salariés de la commune, qui nous aident à définir des politiques publiques répondant aux besoins des habitants et à mettre en œuvre nos décisions. Et ça, je les remercie beaucoup. Je remercie la direction générale et le secteur qui gère nos finances, parce que c'est ce qui nous permet d'arriver au résultat qu'a démontré Mamed Binagdan, et puis qui permet de cette démonstration que ce journal de droite extrême fait la démonstration que Gennevilliers est une ville extrêmement bien gérée. Merci. Je vous propose que l'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, un contre. Je vous remercie. Je propose de passer à la deuxième délibération. Monsieur Simon. Il s'agit du vote du budget primitif 2026, du budget annexe de la restauration du personnel et des administrations publiques pour un montant total de 637 656 €. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité? Non, vous abstenez? Pour? Une abstention et le reste vote pour. Je vous remercie. Délibération numéro 3, Madame Moidine.
Il s'agit du vote du budget primitif, du budget annexe du cinéma Jean Vigo, avec notamment pour l'exercice 2026 un montant qui s'élève à 861 182, une section donc de fonctionnement de 792 279 € et 25 centimes et une section d'investissement qui sera à hauteur de 68 903 € et 25 centimes. Merci. Même vote. Une abstention pour. Je vous remercie. La 4, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations pour l'exercice 2026. Alors, sur cette délibération, messieurs Clochette, Binagdan, Grichy, Dany, Noël, Ndiaye, Boulor, Diallo, Meharga et Madame Desmet, Fernandez, Gassama, Fossillon, Zawi, Snedelec, Blanc, Lanoiselet, Moidine, Girardi et Manseri ne prennent pas part au vote. Est-ce que le reste est d'accord pour voter pour? Oui. Je vous remercie. Délibération suivante, la 5. Ici, la 5, Madame Attaf. Oui, bonsoir. Il s'agit de l'attribution pour l'exercice 2026 de subventions au Comité des œuvres sociales, au SCOP Centre dramatique national, ainsi qu'aux établissements publics, à la Caisse des écoles et au Centre communal d'action sociale et de mise à disposition de personnel à diverses associations. Merci. Alors là, Mesdames Desmet, Fernandez, Gassama, Fossillon, Toumi, Zouaoui, Lanoiselet, Nedelec, Chala et messieurs Clochette, Binagdan, Mera, Noël, Boulor, Bernier et Houchen ne prennent pas part au vote. Le reste vote pour. Je vous remercie. On devrait tous s'abstenir pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est bon. Je vous remercie. Délibération numéro 6, Monsieur Grichy. Il s'agit de l'attribution de subventions de fonctionnement pour l'année 2026 aux syndicats. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 7, c'est au titre de l'exercice 2026. Il est attribué des subventions de fonctionnement à diverses associations sportives. Alors, Madame Toumi, Lanoiselet, Moreau, Grichy, Dany, et messieurs Grichy, Dany et Boucriche ne prennent pas part au vote. Est-ce que le reste est d'accord pour voter pour? L'unanimité, je vous remercie. La 8, Madame Zouaoui. Oui, bonsoir. Donc, la ville de Gennevilliers a confié l'action sociale, l'animation culturelle, sportive et de loisirs en direction du personnel communal, ainsi que l'attribution des chèques vacances au comité des œuvres sociales, le COS. Elle s'engage à apporter au COS une aide financière directe par le versement d'une subvention annuelle pour la participation aux diverses activités et prestations. Le montant de la subvention est prévu dans une convention d'objectifs signée par le COS. La dernière convention d'objectifs arrive à échéance donc le 31 décembre 2025. Dans ce cadre, il convient d'approuver la nouvelle convention d'objectifs pour 2026 à 2028. Je vous remercie. Merci. Pas d'intervention. Le vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9. Il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition d'un agent municipal auprès de l'association du COS. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 10, il s'agit de l'approbation du dispositif dérogatoire de promotion interne pour les agents en situation de handicap, RQTH. Et donc, il s'agit pour les agents sélectionnés de pouvoir accéder au cadre d'emploi de la catégorie supérieure, C vers B, B vers A. Et il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le recours à ce dispositif dérogatoire, ainsi que le nombre de postes qui seront ouverts pour permettre la promotion des agents sélectionnés à l'issue de la procédure. C'est une bonne mesure. L'unanimité? Merci. La 11, Madame Pérez. Oui, il est proposé au Conseil municipal de procéder aux créations, transformations et suppressions de postes pour répondre aux besoins organisationnels des directions suivantes: direction de l'information et de la communication, direction de la réglementation urbaine, direction générale de l'aménagement et de l'urbanisme économique, direction municipale de l'enfance. Merci. L'unanimité? Eh bien, je vous remercie. La 12, Monsieur Noël.
Merci, Monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal d'ouvrir les postes des agents pour leur nomination dans le cadre d'emploi supérieur. Le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne établit la liste d'aptitudes des promotions internes. Ensuite, cette délibération vient modifier le tableau des emplois de la collectivité afin de permettre la nomination d'un agent inscrit sur la liste d'aptitudes au titre de la promotion interne au titre de l'année 2025. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. La 13, Monsieur Houchen. Il s'agit de l'actualisation du tableau des effectifs des médecins, chirurgiens dentistes et psychologues de la direction municipale de la santé et de la prévention. Il est nécessaire d'actualiser ce tableau des postes des médecins, chirurgiens dentistes et psychologues exerçant au sein du centre municipal de santé de la direction municipale de la santé et de prévention. Merci. Pas d'intervention. L'unanimité. Je vous remercie. La 14, Madame Gassama. Oui, la 14. Bon, je vais la lire alors. La 14, il s'agit de la présentation de l'index égalité. Ah oui, non, c'est l'inverse, c'est moi qui... Si, non, c'est parce qu'on n'a pas changé depuis. C'est pas grave. C'est celle qui correspond à la tienne, vas-y, inverse. Donc, Monsieur Labadie. Donc c'est la répétition d'une partie de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la présentation de l'index égalité professionnelle de l'année 2024 avec un score de la collectivité qui progresse de 78 sur 100 en 2023 à 87 sur 100 en 2024. Merci. Pas de remarques. De toute façon, il s'agit de prendre acte. On prend acte. La 15, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'autoriser la signature de la convention relative aux consultations juridiques dans le cadre des permanences réalisées par des avocats de l'Ordre des Hauts-de-Seine. L'unanimité. Je vous remercie. La 16, donc Madame Gassama. Merci. Il s'agit d'un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente les politiques publiques en matière d'égalité menées par la collectivité ainsi que les données en matière d'égalité professionnelle pour l'année 2025. Et je remercie M. Émérite de cette belle présentation. Merci. L'unanimité, vous êtes d'accord pour prendre acte? Nous prenons acte. La 17, Madame Toumi. Il s'agit de corriger, en bouchant un oubli de numéro, le périmètre scolaire de la rue Villebois-Mareuil pour les cycles préélémentaires et élémentaires. Aucune modification, juste un numéro qui avait été oublié. C'est le seul nom de rue d'un réactionnaire à Gennevilliers. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 18, Madame Morel. Alors, il s'agit, Monsieur le maire, de l'autorisation de signature de la convention entre la ville de Gennevilliers et l'association Jeunesse et Police des Hauts-de-Seine, la JP 92, et la direction territoriale de la sécurité territoriale. Tout le monde avait un document sur table sur cette convention et ce partenariat. La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la ville et l'association Jeunesse de la Police des Hauts-de-Seine. Elle définit la coopération entre les deux parties concernant les activités que l'AJP 92 s'engage à mettre en œuvre afin de renforcer les relations entre les jeunes et la police nationale. Merci. Pas de remarques? L'unanimité? Je vous remercie. La 19, Madame Desmaîtres. Bonsoir à tous. L'année 2025 a vu la signature d'une convention relative à la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants non identifiés sur le territoire communal entre la SPA, la ville de Gennevilliers, l'Association des petits félins sans foyer de Gennevilliers, l'Association L'École du chat libre de Clichy-la-Garenne et la clinique Mont-Veto Gennevilliers. Celle-ci visait à capturer et à identifier 15 chats libres sur la ville jusqu'au 31 décembre 2025. À cette date, seuls 9 chats ont été identifiés et stérilisés. Afin de pouvoir atteindre l'objectif des 15 chats, il est nécessaire de proroger la durée par voie d'avenant à la Convention afin de capturer et d'identifier les 6 chats restants. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. La 20, Monsieur Damoun. Il s'agit de l'autorisation de la signature de la convention 2026 relative à la capture, l'identification, la stérilisation des chats errants non identifiés sur le territoire communal. Merci. L'unanimité, pareil. Je vous remercie. 21, Madame Lanoiselet. Alors,
Donc, il est proposé ce soir au Conseil municipal d'émettre un avis défavorable dans le cadre de la consultation publique sur la demande d'autorisation environnementale installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, de la société Mersenne, au 41 rue Jean Jaurès, pour l'extension de ses activités de dépôt chimique en phase vapeur et de fabrication de wafers. Alors en effet, Mersenne France Gennevilliers envisage d'augmenter ses capacités de production et de développer ses activités actuelles. L'entreprise souhaite installer 8 nouveaux fours, en plus des 9 fours déjà existants. Elle prévoit également la création d'un nouvel atelier dans un bâtiment sur le site, nommé Atelier Wafering, qui est dédié à la fabrication industrielle de wafers. Ce sont des petites pièces en graphite qui feront l'objet de traitements mécaniques et d'un traitement thermique dans les fours électriques. Ces nouvelles activités vont s'accompagner d'une augmentation très significative des quantités en matières premières consommées, hydrogène, azote, soude et acide sulfurique. Donc, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis défavorable à ce projet d'extension du site Mersenne en raison des incertitudes persistantes sur l'évaluation des phénomènes dangereux, notamment parce que l'entreprise n'a pas fourni les cartographies détaillées des effets dans un contexte donc de forte densité urbaine appelée à s'accentuer. De plus, ce projet est également susceptible d'entraîner des impacts significatifs sur la santé et le cadre de vie des riverains, bruit, nuisances olfactives, effet d'îlot de chaleur, ainsi que des tensions accrues sur la circulation et le stationnement liées à l'augmentation de la production et des effectifs. Donc, tous ces éléments que je viens d'énumérer justifient l'application d'une approche de précaution renforcée. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Par transparence, je dois vous dire que cet après-midi, le directeur de l'entreprise Mersenne m'a téléphoné parce qu'il était étonné de l'avis négatif que nous faisions. Donc il s'est engagé, moi je vous propose de ne pas changer notre avis, mais il s'est engagé à faire un contrôle dans les 6 mois du bruit, puisqu'il a conscience qu'il est à la limite, comme le disait Céline, à la limite des règlements, et donc de vérifier qu'il soit bien toujours en dessous de cette limite. Il m'a dit que pour le stationnement, en fait, l'augmentation du nombre de salariés, c'était surtout la nuit, donc leur stationnement, mais ça c'est déclaratif. Et puis moi, j'ai surtout insisté sur les odeurs. Alors même si le directeur de Mersenne m'a dit « c'est pas moi, c'est Alstom », ce qui est certainement vrai, mais comme c'est eux qui louent à Alstom et qu'Alstom ne fait rien, et ce matin encore, moi je suis passé en vélo devant l'entreprise, et il y avait encore cette odeur assez forte de dégager, je lui ai dit il faut régler ça parce qu'on ne peut pas avoir confiance en vous et les habitants autour de l'entreprise ne peuvent pas avoir confiance tant que cette question d'odeur n'est pas réglée. Donc je vous propose de maintenir notre avis défavorable. C'est ça? On vote qui est pour l'avis tel qu'il est exprimé dans le rapport. L'unanimité. Je vous remercie. La 22, Monsieur Noël. Il s'agit de l'approbation de la convention de mise à disposition temporaire d'un radar sonore pédagogique entre la ville de Gennevilliers et la métropole du Grand Paris. Merci. L'idée, c'est de travailler sur le bruit dans la ville. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. La 23, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'approuver le bilan des cessions et des acquisitions réalisées par la commune au titre de l'exercice 2025. Merci. L'unanimité pour approuver ce bilan. Je vous remercie. La 24, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit donc de l'approbation de la rétrocession du fonds de commerce portant sur le local commercial situé 4 allées Maria Casares, parcelle cadastrée section AH 262, 264, 265, 270, 289, 291 et 293. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. La 26, Monsieur Ndiaye. Bonsoir à tous. Attendez, j'ai oublié la 25. C'était que pour te réveiller. La 25, Monsieur Boulard.
Merci, bonsoir. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de la convention entre la ville de Gennevilliers et le CCAS et l'association Biocycle. Biocycle est une association qui opère sur Gennevilliers depuis 2023. Elle se charge de la collecte des invendus alimentaires sur les marchés forains et de leur redistribution auprès des associations d'aide alimentaire. Cette action a permis de générer la création d'une activité de cyclo-logisticien et de récupérer 2,2 tonnes de denrées en 2025. Ce projet permet à la fois de sensibiliser les commerçants sur les enjeux du gaspillage alimentaire, d'améliorer la qualité des denrées données aux associations d'aide alimentaire et de réduire la quantité de biodéchets sur les marchés forains de la ville. Merci. Unanimité. Je vous remercie. Et donc la 26, M. Ndiaye. Le maire m'a réveillé. Donc, il s'agit d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association VRAC Seine-Ouest. Pour rappel, cette association a pour objectif de favoriser l'accès à une alimentation saine et durable avec les habitants des quartiers populaires. Elle intervient aussi sur Gennevilliers depuis 2023, sur les quartiers du Lutte et du Fossé de l'Aumône, avec des distributions organisées à l'espace Aimé Césaire. Il y a plus de 900 personnes qui ont pu bénéficier des services de cette association. Bravo. Ouais. Merci. Alors, M. Boulor, qui est souvent en vrac, ne prendra pas part au vote. Est-ce qu'il y a l'unanimité? L'unanimité, je vous remercie. Écoutez, on a fini avec les délibérations. Je vous propose de passer aux vœux. Le premier vœu, c'est Mme Massard. Bonsoir. Donc, le vœu proposé ce soir, c'est un vœu qui condamne le désengagement financier de l'État et de l'affaiblissement de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires. Le 13 novembre 2025, les principales associations d'élus locaux, l'Association des maires de France, l'Association des maires d'Île-de-France, France Urbaine et l'Association des maires villes et banlieues en France ont conjointement dénoncé les orientations budgétaires du gouvernement pour 2026. Ces choix constituent une remise en cause directe de la politique de la ville et portent gravement atteinte à la cohésion sociale et territoriale du pays. Dans les 1609 quartiers prioritaires où vivent près de 6 millions de Français, les inégalités ne cessent de se creuser. Un taux de pauvreté supérieur à 40%, un chômage 2 fois plus élevé que la moyenne nationale et les conditions de vie fragilisées. Malgré ce constat alarmant, l'État choisit de réduire son engagement financier, compromettant ainsi les efforts menés depuis plusieurs décennies pour restaurer l'égalité républicaine. Le gouvernement tente de faire passer ce désengagement pour une hausse des budgets, mais l'analyse révèle un trompe-l'œil. Les crédits annoncés ne permettent que de combler partiellement les retards accumulés dans le financement du nouveau programme national de rénovation urbaine. Depuis 2018, seuls 13% des engagements financiers de l'État ont été effectivement versés, alors que les autres partenaires ont honoré plus du tiers de leur contribution. Cette réduction de moyens s'accompagne de décisions lourdes de conséquences. Le budget des quartiers d'été est divisé par 6. Le gel du recrutement des adultes relais et la baisse de financement des cités éducatives compromettent la continuité des actions d'éducation et de médiation. La suppression de l'Observatoire national de la politique de la ville, décidée en mars 2025, prive la France d'un outil essentiel d'analyse et d'évaluation. Pour Gennevilliers, ville populaire, profondément attachée à la solidarité républicaine, les conséquences s'annoncent sévères. Une réduction de 20% du financement du contrat de ville, ainsi qu'une baisse équivalente pour le programme de réussite éducative. Ces coupes budgétaires mettent en péril l'action publique locale dans des domaines aussi cruciaux que l'éducation, l'insertion et la prévention. Face à cette politique d'abandon, le conseil municipal de Gennevilliers exprime avec force sa condamnation du désengagement de l'État et formule les exigences suivantes. Le maintien d'une dotation politique de la ville spécifique, stable et pérenne. Le réabondement immédiat des crédits de l'ANRU à hauteur de 250 millions d'euros par an et le lancement d'un 3e programme de renouvellement urbain. Le rétablissement intégral du budget des quartiers d'été, la sanctuarisation des dispositifs structurants, cités éducatives, adultes relais, programmes de réussite éducative, par un financement pluriel à garantie. Le respect intégral des engagements financiers de l'État dans le cadre du NP-NRU.
le rétablissement d'une instance indépendante d'observation et d'évaluation de la politique de la ville, la mise en œuvre effective des engagements du comité interministériel des villes de juin 2024, notamment en matière d'égalité éducative et de soutien aux écoles orphelines. Par ce vœu, la ville de Gennevilliers réaffirme son attachement à la solidarité nationale, à la justice territoriale et aux principes d'égalité républicaine. Elle appelle l'État à tenir ses promesses et à redonner à la politique de la ville les moyens de lutter efficacement contre les fractures qui menacent la cohésion sociale. Merci. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui vote contre? L'unanimité. Je vous remercie. Deuxième vœu, Madame Manséry. Bonsoir. J'ai l'honneur de présenter le dernier vœu de ce mandat municipal et avec un sujet qui nous préoccupe tous et sur lequel on doit dire que pendant 6 ans, on a au niveau de Gennevilliers fait ce qu'on pouvait, mais au niveau national, on n'a plutôt pas gagné sur la question du logement et notamment du logement social. Aujourd'hui, ce qui est, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle, c'est que le logement devient une préoccupation, pas que des villes de gauchistes comme nous, mais une préoccupation de l'ensemble des villes. Et on voit que ça prend une grande place d'ailleurs dans les sujets qui sont traités pendant la campagne municipale, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faudra juste espérer que ça accouche pas d'une souris après les échéances municipales. Alors on est le 4 janvier et c'est hasard du calendrier, hier il y a eu la publication du rapport annuel de la Fondation pour le logement des défavorisés sur le mal logement. Et cette Fondation pour le logement des défavorisés, elle dit après des années d'abandon par l'État, le logement est engagé dans une spirale inquiétante. Alors nous, ça fait très longtemps qu'on le dit. Il y a vraiment un sujet qui est le premier sujet, qui est l'engagement de l'État et des pouvoirs publics dans une politique de logement ambitieuse, dans une autre politique de logement financée, dans une politique de logement public. Et ce vœu aujourd'hui que je présente, c'est un vœu qui cible la proposition de loi Choc, ou proposition de loi Estrosi-Sassone, qui serait une proposition de loi destinée à relancer la production de logements, mais plutôt pas de logements sociaux, puisque, comme l'a dit mon collègue Éloi Simon, la loi Choc et le PLF associé portent l'idée que le salut du logement en France repose sur l'investissement privé et sur le fait de pouvoir faire fructifier le patrimoine des gens qui ont un patrimoine, plutôt que d'avoir et de promouvoir et d'encourager et de financer un vrai engagement public pour le logement de toutes et tous. Donc maintenant, je vais simplement vous lire ce vœu et le soumettre à votre vote. Depuis des décennies, la crise du logement s'aggrave inexorablement. Les chiffres sont accablants. 12 millions de personnes fragilisées, 4 millions de mal logés, près de 3 millions de ménages en attente d'un logement social, 1,3 million de propriétaires vivant sous le seuil de pauvreté, 350 000 personnes sans domicile. Face à cette urgence sociale, le gouvernement propose une fois de plus d'affaiblir le logement social. Aujourd'hui, l'écart entre l'offre et la demande se creuse d'environ 100 000 logements chaque année. Les professionnels du secteur estiment qu'il faudrait construire au moins 150 000 logements sociaux par an pour résorber ce déficit. À cela s'ajoute l'urgence de rénover 5,4 millions de passoires thermiques, dont une part importante de logements sociaux, mais on n'oublie pas le logement privé, puisqu'on sait que, quand même, le logement social est plus performant sur les questions énergétiques que le logement privé. S'agissant du financement de la production de logements sociaux, la proposition de loi se contente de formules creuses. Tendre vers une réduction de la RLS, donc il y a une petite réduction de 400 millions d'euros, mais sur 1,4 milliard, donc autant dire que c'est comme si on avait coupé les deux jambes du logement social et on dit, bon allez, on vous rend quand même le haut de la jambe, comme ça vous aidera à claudiquer un petit peu. Tendre vers un objectif de 120 000 logements sociaux d'ici 2030, ces engagements relèvent davantage du projet de loi de finances que d'une loi programmatique, mais surtout, aucun calendrier ni financement concret ne les accompagne. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aggraver la crise, les reculs sont bien concrets.
La proposition de loi propose d'inciter les bailleurs sociaux à vendre leur patrimoine pour s'autofinancer, accélérant ainsi la disparition du parc social, d'intégrer le logement intermédiaire dans le taux obligatoire de 25% de logements sociaux imposé par la loi SRU, parce que ce n'est pas une histoire de logement, c'est une histoire d'étiquette apparemment. Et encore, je ne sais pas si vous avez entendu M. Jeanbrun qui aimerait bien comptabiliser les places de prison aussi dans le logement social, parce qu'on n'est pas une dinguerie près. Alors que ces logements, les logements intermédiaires, plus chers en termes de loyer, n'ont pas vocation à loger les ménages les plus modestes, c'est plutôt ciblé sur les cadres. Interdire la construction de logements sociaux dans les communes qui assument déjà leur effort de solidarité, créer une clause de fonction pour les fonctionnaires logés dans le parc social, condamnant ainsi les agents privés d'emploi à être également privés de logement, et accorder un droit de veto au maire au sein des commissions d'attribution. Bon, ça, c'est un vrai problème parce que dans un certain nombre de villes, et notamment avec la poussée de la droite et de l'extrême droite, vous imaginez bien à quoi pourraient ressembler les commissions d'attribution si jamais on avait des maires qui décidaient, à la tête du client, on va le dire comme ça, de dire non, cette famille-là, je ne la veux pas dans le parc social. Ces mesures rétrogrades, elles, ne resteront pas à l'état d'objectif, elles seront appliquées très rapidement, aggravant la pénurie au détriment des personnes mal logées. L'État doit reprendre son rôle en veillant au respect des obligations de construction plutôt que d'affaiblir les critères de priorité là où la loi n'est déjà pas respectée. Disons-le clairement, les difficultés d'accès au logement résultent d'une inadéquation entre l'offre et la demande. D'un côté, les plus fortunés spéculent sur le marché immobilier. De l'autre, ceux qui ne bénéficient pas d'un logement social doivent s'acquitter de loyers exorbitants. Le logement est un droit inaliénable dont nous sommes les garants, quelles que soient les ressources et quelle que soit la situation de chacun. Aussi, le conseil municipal de Gennevilliers demande au gouvernement de proposer un projet de loi prévoyant le retour de l'État dans le financement des aides à la pierre fléchées sur le PLAI et le PLUS. Alors, il y a eu une augmentation, en tout cas dans le PLF, de l'aide à la pierre, mais c'est assez ridicule, donc j'ai envie de dire le retour de l'État massif dans le financement des aides à la pierre. L'arrêt immédiat de la réduction de loyer de solidarité supportée par les bailleurs, immédiat l'arrêt, et le rétablissement des APL correspondantes qui ont entraîné une perte de recettes de 12 millions d'euros pour Gennevilliers Habitat et 1,4 milliard d'euros pour les bailleurs sociaux en France. Un plan ambitieux et financé de rénovation énergétique du parc social et privé, la construction de 200 000 logements sociaux par an d'ici 2030, l'encadrement des prix du foncier et des loyers sur l'ensemble du territoire et l'interdiction des expulsions locatives sans solution effective de relogement ou d'hébergement pour les locataires de bonne foi. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte des décisions du conseil municipal? Oui. Pour finir, c'est notre dernier conseil, ça a été dit. Donc je souhaite remercier en votre nom à tous l'administration communale, tous les salariés qui nous ont accompagnés dans ce mandat. Merci pour leur professionnalisme, merci pour leur aide à la décision et merci pour tout ce qu'on a pu ainsi réaliser. Merci à vous, élus, ceux de l'opposition comme de la majorité. Je voudrais féliciter Mme Girardi pour sa pugnacité et sa présence souvent seule mais déterminée. Nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de points, c'est la démocratie, c'est important et je vous remercie d'y avoir contribué par vos interventions. Et merci à vous, les élus de la majorité, pour votre action, votre aide, votre détermination pour le bien commun et pour le service des Gennevilloises et des Gennevillois. Chacune et chacun d'entre vous a été des actrices et des acteurs de la mise en œuvre de nos engagements. Donc merci, merci beaucoup. Voilà, bonne soirée et je n'ai pas de date pour le prochain conseil.